Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les principales informations de ce jour. En mission à Beyrouth, l'envoyé spécial du président Macron, Jean-Yves Le Drian, a rencontré les 3 présidents libanais pour réaffirmer le soutien de la France au Liban. Un soutien conditionné à l'adoption urgente de réformes alors qu'un projet de conférence internationale pour la reconstruction se prépare à l'automne à Paris. La visite de Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial du président Emmanuel Macron à Beyrouth, est pleine d'enjeux, notamment préparer le terrain pour une conférence internationale de soutien au Liban prévue cet automne en France. Au cœur des discussions, la reconstruction du Sud dévasté par la guerre, mais aussi l'exigence de mettre en œuvre la résolution du 701 du Conseil de sécurité qui impose un cessez-le-feu et la souveraineté libanaise sur l'ensemble du territoire. La France insiste, pas de soutien durable sans réforme. Le Drian a rappelé que la communauté internationale attend des actes concrets. Le président de la Chambre, Nabih Berri, a promis l'adoption des textes nécessaires. Il a soutenu que la reconstruction est une urgence et le Parlement est prêt à faire sa part. Jean-Yves Le Drian a également fait le point sur les réformes adoptées et celles en attente. Il a réaffirmé que le Liban n'a plus le luxe du temps. Il faut accélérer. La dynamique actuelle est une chance pour regagner la confiance de la communauté internationale. Alors que la France transmet des documents sensibles sur la démarcation des frontières et mobilise ses alliés, un message s'impose. Sans réforme, pas de conférence. Et sans reconstruction, pas d'avenir. En Iran, un violent incendie a éclaté dans un complexe pétrochimique du sud du pays, faisant au moins 3 morts et 10 blessés. Le feu, fait partie d'un navire ou d'un conteneur selon les sources, a provoqué une épaisse fumée visible noire à des kilomètres. Des flammes hautes, un panache de fumée noire et une panique visible, le complexe pétrochimique Kaveh, situé dans la ville portuaire de Der dans le sud de l'Iran, est en proie à un incendie de grande ampleur. Selon la télévision d'État iranienne, le sinistre a fait des morts et des blessés. Plusieurs équipes de secours sont mobilisées, mais les autorités redoutent une aggravation du nombre des victimes compte tenu de l'ampleur de l'incident. L'origine du feu reste incertaine. D'après la télévision officielle, l'incendie serait parti d'un navire transportant du méthanol amarré au port du complexe, mais selon l'agence IRNA, le feu aurait pris dans un conteneur à l'intérieur même du site. Kaveh Petrochemical dispose d'un port privé et opère dans le secteur du méthanol, un produit hautement inflammable. Les risques industriels y sont donc majeurs. Ce drame survient un peu plus d'un mois après une explosion meurtrière dans un autre port du sud, Shahid Rajai, près de Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz. Cette explosion, attribuée à un non-respect des normes de sécurité, avait coûté la vie à 58 personnes, 2 accidents majeurs en quelques semaines dans le secteur pétrochimique iranien. Un nouveau signal d'alerte pour les autorités, appelé à renforcer la sécurité dans une industrie à haut risque. Nouveau drame humanitaire dans la bande de Gaza. Des sources médicales et des sources locaux affirment qu'au moins 50 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens à proximité d'un centre de distribution alimentaire soutenu par les États-Unis. Le bilan pourrait s'aggraver, avec près de 200 blessés recensés. Des cris, du sang et des corps étendus sur le sol. À Gaza, c'est une scène devenue tragiquement familière. Des tirs israéliens ont visé une foule rassemblée près d'un centre d'aide alimentaire à Gaza-Ville, selon les secours palestiniens. Le porte-parole de la défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal, affirme que ces personnes ont été tuées et environ 200 blessés, alors qu'elles attendaient de recevoir de la nourriture dans centre soutenu par les États-Unis et Israël. Il a souligné que les chars israéliens ont tiré plusieurs fois sur les civils, puis les drones ont ouvert le feu, alors que des milliers de personnes attendaient depuis l'aube. Selon lui, la foule s'était formée dès 2 heures du matin. Les tirs se seraient intensifiés vers 5h30. À l'hôpital Al-Shifa de Gaza-Ville, 24 corps ont été reçus, selon le directeur Mohamed Abou Salima. 96 blessés y sont traités.
À l'hôpital Al-Aouda, situé dans le camp de Nusayrat au centre de Gaza, 7 morts supplémentaires ont été comptabilisés et 112 blessés pris en charge. Depuis l'ouverture des points de distribution du Gaza Humanitarian Foundation le 27 mai, plusieurs incidents meurtriers ont été déjà signalés, alors que la situation humanitaire empire de jour en jour. La communauté internationale redoute une escalade incontrôlable. Los Angeles sous couvre-feu, des arrestations en série et la garde nationale déployée au Texas. Face aux manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump, l'Amérique s'enfonce dans une confrontation politique et sécuritaire inédite. À Los Angeles, les sirènes couvrent les slogans. Depuis 5 jours, la deuxième ville des États-Unis est secouée par des manifestations contre les raids de l'Agence fédérale de l'immigration. Mardi soir, un couvre-feu a été instauré et les premières arrestations sont tombées. Selon la police, au moins 25 personnes ont été arrêtées pour avoir violé l'ordre du couvre-feu, une mesure annoncée par la maire Karen Bass pour tenter d'enrayer les pillages et les dégradations. Celle-ci souligne que 23 commerces ont été pillés en une nuit. Les graffitis, les vitrines brisées, les feux d'artifice. Ce n'est plus une manifestation, c'est du vandalisme. Le cœur de la contestation, la politique migratoire de Donald Trump, raids, arrestations de clandestins, expulsions accélérées. Des décisions qui ont ravivé la colère d'une communauté latino particulièrement nombreuse en Californie. Mais la contestation déborde la Californie. Au Texas, autre État clé et frontalier du Mexique, le gouverneur républicain Greg Abbott a annoncé le déploiement de la garde nationale. Il a estimé que manifester est un droit. Détruire des biens? Non. Mais la loi sera appliquée fermement. De son côté, Donald Trump hausse le ton. Il a envoyé 4000 militaires de la garde nationale et annoncé l'arrivée de 700 marines en Californie, malgré l'opposition des autorités locales. Il a surtout affirmé: « Nous ne permettrons pas que ces agents fédéraux soient attaqués. Cette anarchie prendra fin. » Une riposte jugée disproportionnée par le gouverneur démocrate Gavin Newsom, qui dénonce un abus de pouvoir entre pression fédérale et résistance locale. L'Amérique semble revivre des heures sombres de division et de confrontation. Le Canada fait face à une nouvelle saison de feux de forêt d'une ampleur exceptionnelle. À peine le mois de juin entamé, plus de 3,3 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, l'équivalent de la Belgique. Des incendies violents, des conditions climatiques extrêmes et des conséquences dramatiques. Le pays est en état d'alerte maximale. Le Canada, de nouveau frappé par une saison des feux d'une intensité redoutable. Depuis le mois de mai, les flammes se propagent à un rythme effréné. Plus de 220 incendies étaient actifs mercredi, dont la moitié hors de contrôle. Les provinces du centre, comme le Saskatchewan et le Manitoba, ont été les premières touchées. Elles ont rapidement déclaré l'état d'urgence. Aujourd'hui, les feux s'étendent à l'ouest, en Alberta et Colombie-Britannique, jusqu'au nord de l'Ontario. En seulement quelques semaines, plus de 3,3 millions d'hectares ont brûlé, un record pour un mois de juin. Le gouvernement a mobilisé tous les moyens disponibles, y compris l'armée, pour évacuer les zones isolées. Des renforts australiens et américains sont arrivés. Le manque d'eau, l'élévation des températures, la neige moins abondante, tous ces facteurs créent un cocktail explosif. Le climat canadien se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Résultat, des incendies plus précoces, plus vastes, plus durables. Yann, boulanger du ministère des Ressources naturelles, souligne: la forêt n'a plus le temps de se régénérer. Par endroits, elle disparaît, remplacée par des prairies. Et l'été ne fait que commencer. Pour les experts, les prochaines semaines s'annoncent longues, difficiles et incertaines. Après 2023, année déjà qualifiée d'historique, le Canada pourrait connaître un nouvel été noir, un appel brûlant de la vulnérabilité croissante des écosystèmes face au changement climatique. En mai, la chaleur s'est une nouvelle fois imposée sur l'ensemble du globe, sur les continents comme sur les océans. Le mois dernier a été le 2e mai le plus chaud jamais enregistré, confirmant une tendance inquiétante malgré un léger repli sous le seuil des 1,5 degrés Celsius.
Encore un mois sous le signe de la chaleur. Selon l'Observatoire européen Copernicus, les températures ont frôlé des records mondiaux. Sur Terre, comme en mer, les niveaux relevés sont inédits pour cette période de l'année. La température moyenne mondiale a atteint 15,79 degrés Celsius, juste derrière le record établi en mai 2024. Sur les océans, la température de surface a culminé à 20,79 degrés Celsius, deuxième valeur la plus élevée jamais mesurée. Carlo Buontempo, le directeur du service Copernicus, estime que ce mois de mai marque une pause temporaire sous le seuil des 1,5 degrés Celsius, mais le réchauffement structurel du climat ne faiblit pas. Un bref répit selon les experts, car le climat s'est réchauffé en moyenne de 1,57 degrés Celsius entre juin 2024 et mai 2025, un niveau au-dessus de l'objectif de l'accord de Paris. Dans les océans, la situation inquiète. De vastes zones comme le nord-est de l'Atlantique ou la Méditerranée subissent des canicules marines, une élévation des températures qui entraîne migration d'espèces, mortalité massive et perturbation des écosystèmes. Les conséquences sont également visibles sur Terre. En Europe, le printemps a été particulièrement sec. Des pays comme le Royaume-Uni, le Danemark ou les Pays-Bas connaissent des sécheresses inédites, mettant en péril les cultures agricoles et les ressources en eau. Même en l'absence de record absolu, mai 2025 confirme que le réchauffement climatique s'installe durablement et selon les prévisions des experts, la probabilité de franchir durablement le seuil de 1,5 degrés Celsius dès 2030 reste bien réelle. Chaque dixième degré compte. Nostalgique de la mousson, des expatriés indiens aux Émirats arabes unis traquent la pluie au cœur du désert. À Sharjah, une communauté suit chaque semaine un passionné de météo dans l'espoir d'apercevoir quelques gouttes rares et précieuses dans un pays aride, un phénomène à la fois climatique et profondément humain. Dans le désert brûlant des Émirats arabes unis, une caravane insolite sillonne les routes poussiéreuses de Sharjah. À sa tête, Mohamed Sajjad, agent immobilier à Dubaï, est traqueur de pluie. Originaire d'Inde, où la mousson rythme la vie de millions de personnes chaque été, il a du mal à se passer de cette pluie qui manque tant ici. Alors il s'est lancé un défi, la retrouver même au cœur du Golfe. Mohamed Sajjad affirme « Je n'arrivais pas à m'adapter. J'ai commencé à analyser les données météo et j'ai découvert que la pluie peut tomber même en été ici. » Chaque semaine, il publie ses prévisions sur Instagram. 130 000 abonnés le suivent. Certains viennent de loin pour ces expéditions quasi rituelles, en quête d'une ondée improbable. Et parfois, la magie opère. Après 3 heures de route, les premières gouttes tombent. C'est l'euphorie. Petits et grands sortent des véhicules, les bras levés vers le ciel. Sajid Tayed, un participant, s'exclame heureux. Quand la pluie arrive, c'est indescriptible. C'est un retour à nos souvenirs d'enfance à l'Inde. Dans ce pays où les précipitations ne dépassent pas 100 mm par an, la pluie reste un luxe. Elle est rare, brève, mais précieuse. Les Émirats ont même recours à l'ensemencement des nuages pour augmenter les précipitations. Les climatologues soulignent qu'avec le réchauffement, les événements extrêmes deviennent plus fréquents. Même dans le désert, les pluies peuvent être soudaines et violentes. Au-delà du phénomène climatique, c'est une quête identitaire et émotionnelle qu'animent ces expatriés. Dans l'aridité du désert, une poignée de gouttes suffit à raviver tout un monde de souvenirs. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. On se retrouve demain, même heure, même antenne.